la conjonctive et le limbe absorbe la riboflavine. D'accord. Elle reste jaune pendant un certain temps. Je pense que c'est un bon moyen de protéger le limbe. Et un crosslink avec un grand diamètre et la partie périphérique, on la couvre avec un papier anti-UV. En fait, tous les papiers sont anti-UV. Il faut voir qu'ils soient bien opaques. Ouais. D'accord. Et il me reste juste une petite question. Alors, pour les lésions, par exemple, post-brûlure cornéenne ou dans le cadre d'un syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson. Alors, nous avons beaucoup de protocoles thérapeutiques à proposer à nos patients. Est-ce que, dans votre expérience, vous avez commencé par une membrane amniotique avant de mettre la lentille? Est-ce que, selon vous, ça aurait amélioré le résultat ou une lentille sclérale directement? Ok. Pour les Steven Johnson, bon, c'est vrai qu'on nous adresse, mais on a pris en charge 3 Steven Johnson. Et ben, les 3, il était en perforation et l'autre en pré-perforation. Tous les Steven Johnson, on a commencé à les traiter pour une greffe de membrane amniotique. Les 3. Ensuite, dès que l'état s'améliore, ben, sans avoir un épithélium, une cornée fluo négatif à 100%, dès que l'ulcère diminue, on met la lentille sclérale. D'accord. Mais on les a tous traités avec membrane amniotique. Les membranes amniotiques, malheureusement, on a des membranes amniotiques non pas fraîches, ne sont pas fraîches. Donc cryo, machin. Voilà. Mais oui, elles ne sont pas fraîches, malheureusement, importées d'Inde. Donc, elles sont difficiles à utiliser en opérateur, mais c'est ce qu'on a. Mais c'est vrai, je pense qu'avec des membranes amniotiques fraîches, on aurait des résultats rapides et meilleurs. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a repris l'activité des membranes amniotiques depuis quelques mois. On était en arrêt pendant 10 ans. Alhamdoulilah, on peut actuellement en Tunisie proposer des membranes amniotiques à nos patients et c'est vraiment, ça peut changer radicalement le courant évolutif de nos patients. Oui. Merci beaucoup. Merci, Agda. Certainement, nos patients n'hésiteraient pas à venir à Tunis, à Charles-Nicolle et Dieu. Ils se déplacent facilement, ils peuvent venir pour bénéficier des membranes amniotiques fraîches. Oui. Alors, à un certain moment, on les faisait à Oran et ensuite, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne se fait plus à l'hôpital d'Oran, malheureusement. On a de la chance de travailler en équipe, hein, aussi bien avec nos amis marocains qu'avec nos amis tunisiens. Par exemple, pour la greffe de cornée, alhamdoulilah, ça ne se fait plus pendant. Donc, on n'a pas fait de greffe de cornée en Algérie depuis 3 ans. Aucune greffe n'a été importée en Algérie depuis 3 ans. On fait ce qu'on peut. Et comme ça, merci beaucoup. Merci à vous, Merci surtout de travailler avec ça fait énormément plaisir, ça fait chaud au cœur de travailler avec tous les ophtalmos maghrébins comme une seule famille. Et donc, la lentille sclérale, lorsqu'elle est bien indiquée, bien adaptée, constitue un outil thérapeutique très intéressant pour l'ophtalmologiste dans des circonstances de maladie sévère, de surface oculaire ou dans les cornées irrégulières. Ici, j'ai une vidéo à passer en 8 minutes. C'est un résumé de l'adaptation des lentilles dans les ectasies cornéennes. Cette vidéo, on a projeté il y a quelques années à l'ESCRS.
Est-ce que vous entendez la narration? Non, docteur Mac. Non, ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Ok, donc de nos jours, toutes les cornées peuvent être adaptées avec lentille de contact, même s'il y a une opacité. On a juste besoin d'une lumière bleue, de la fluorescéine et des boîtes d'essai qui comprennent des lentilles sclérales, des lentilles hybrides et des lentilles rigides cornéennes. La vidéotopographie n'est pas obligatoire pour l'adaptation, mais elle est obligatoire pour le suivi des patients. L'image fluo est primordiale. Le kératocone sont adaptés le plus souvent avec des lentilles rigides cornéennes, comme ici la lentille Rosca, qui a la distinction de séparer les lentilles rigides, la partie centrale de la partie périphérique. La partie centrale doit être touchée comme une plume, le cône. On vérifie que la lentille est bien adaptée et bien centrée. Ici, on voit que la lentille n'est pas bien adaptée. Quand on augmente le edge lift, l'adaptation est meilleure et on voit le triple appui. Ici, l'adaptation est très importante au centre et on peut avoir des opacités épithéliales et subépithéliales. Dans ce cas, vous voyez 3 anomalies. Beaucoup de fluo au milieu et le edge lift n'est pas régulier. On doit agir sur le centre et la périphérie. Dans le cas, on voit que la périphérie est torique. Regardez comment l'image fluo, la clearance est bonne en bas, elle devient très fine horizontalement, elle augmente en haut. Et donc, ici, il faut que le edge lift soit périphérique. Donc, juste le edge lift doit être périphérique. Ici, la lentille décale à 6 heures à chaque alignement. Il faut une lentille avec un codon spécifique edge lift. Ici, dans d'autres cas, regardez comment l'appui est très périphérique. C'est une PMD et il faut l'adapter avec une lentille à géométrie inverse, comme dans ce cas, la Rosca IC, qui est plus grande, qui est plate au centre et steep en périphérie. Elle peut être aussi utilisée lorsque la cornée est plate, lorsque ici, après des anneaux, la cornée est devenue plate. Ici, on va ça dans 3 heures, 9 heures. On peut donner un collier, mais ils sont souvent insuffisants. On peut augmenter le diamètre ou entraîner ou proposer une lentille piggyback. Autre solution, c'est les lentilles hybrides. Ici, c'est une lentille hybride, c'est une lentille de marque Ultra Health. Elles sont formées par une partie rigide centrale et une partie périphérique souple. Les deux sont à faux d'écart. La partie centrale ne touche pas la cornée. Ici, contrairement, il faut augmenter le volt et même la périphérie souple, laisse passer, n'était pas centrée, elle laissait passer des bulles d'air. À chaque alignement, donc, ici il y a 2 anomalies. Ici, il y a un appui important, c'est une cicatrice cornéenne. Et à chaque alignement, la jupe périphérique souple n'était pas bien serrée. Et donc, à chaque alignement, la bulle bouge, il y a bulle d'air qui passait. Donc, il fallait augmenter le volt ici pour que ça ne touche plus et de serrer la jupe qui est souple. Quand la cornée est très protruse, comme dans ce cas de constat 4, les lentilles rigides et les lentilles hybrides ne peuvent être utilisées. On utilise les lentilles sclérales. Aussi dans cette cornée greffe ectatique irrégulière. On fait une coupe à la lampe à fente qui montre le volt, qui montre la lentille qui passe en pan au-dessus de la cornée. Quand on adapte une lentille sclérale, il faut premièrement juste avoir une idée sur le profil de la cornée. Juste le profil de la cornée pour avoir une idée
sur le degré de l'ectasie et quelle serait la première lentille à essayer. Après cela, on choisit le volt de la première lentille d'essai. Voici comment on met une lentille sclérale. Ici, c'est une lentille sclérale, c'est une PMDA. Vous voyez comment l'adaptation est périphérique, elle arrive au limbe. On a augmenté le volt en périphérie pour améliorer on a deux pas pour pouvoir éviter cette ectasie périphérique. À la coupe, on voit tout est bien. La lentille il y a une bulle d'air, mais lèche. Donc, il faut que la lentille ne touche ni la cornée ni le limbe. Ça, c'est un autre cas de PMD. La lentille essaie de suivre au mieux la forme de la cornée et de la lentille. OK. Concernant ça c'est important. Concernant ce test de rotation, il ne peut être utilisé que si la cornée est sphérique et que la lentille est sphérique. Et il faut dire que c'est rare d'avoir ces deux conditions, sauf si on est en train d'utiliser des lentilles DMI, de toutes petites lentilles sclérales. Et on voit que la lentille tourne facilement et que même les vaisseaux ne suivent pas. Et quand on appuie, la lentille ne décale pas facilement. Ça, c'est un stade 4 de kératocone adapté avec une lentille sclérale. Oui, une remarque, c'est que lorsqu'on veut apprécier l'appui scléral, il faut l'apprécier en position primaire, ne pas faire bouger le patient en haut, à droite et à gauche, parce que ça va fausser l'appui scléral et donc cette vidéo est fausse. En fait, il faut garder le regard primaire et balayer avec la lampe à fente les différentes cadrans. Ne pas demander au patient de faire bouger l'œil parce que lorsqu'il bouge l'œil, il y a des appuis qui sont dynamiques, qui sont dus au mouvement du globe oculaire. Et ça nous donnera une fausse appréciation de l'appui scléral. Ça c'est une greffe adaptée avec une lentille full sclérale de 20 mm. Regardez ici qu'il y a un appui. C'est vrai qu'on a apprécié avec des mouvements, mais il y a un appui partout. La cornée, le bulbe, la conjonctive bulbaire est blanche. Et donc, cette adaptation n'est pas bonne. Et si on veut... Bon, le test de rotation, je pense que c'est un test ancien qu'il ne faut pas ne plus le faire. Hein. Mais juste pour voir que les vaisseaux bougent, hein, mais ne plus le faire. Hein, parce que il est peu spécifique. Et ici, vous voyez que il y a de la fluo ici. Je répète. OK. Et ici, une adaptation pareille, c'est cette adaptation qui va nous entraîner des débris. Vous voyez qu'il y a de la fluo il y a une continuité de fluo et donc facilement les débris vont passer, ça va entraîner un flou après quelques heures de port, ce qu'on appelle le midday fogging, le brouillard au milieu de la journée. Et le patient doit à chaque fois enlever la lentille, nettoyer, remettre la lentille, mais les cellules, les débris, la déchromation des cellules va être aspirée à chaque fois parce qu'il y a un canal qui fait que l'espace sous lentille n'est pas vraiment hermétique. Et donc, il faut, parce que l'appui est torique, et on a utilisé une lentille sphérique, appui sphérique. Vous voyez que ici, ici il y a un appui. Donc ici il y a un appui, alors que sur le méridien orthogonal, il y avait elle décollait. Donc ici, il faudra un appui torique.
conclusion, c'est qu'on est irrégulière, peut-être adapter avec une lentille de contact. Et avant de décider une chirurgie, demander si on a utilisé les bons matériaux et la bonne géométrie. Merci. Merci beaucoup, Dr Maki. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, merci pour votre présence, pour votre disponibilité, pour la qualité des présentations et surtout pour votre gentillesse. Merci beaucoup. لا والله ما تقوليش هذا الشيء انا نشرف انا ميرسي بوكو سمح لي طولت عليكم بزاف ميرسي à tous. Oui, si vous avez des questions, sinon on passe à... Bon, pour le reste des présentations, c'est vraiment... C'est juste pour fixer les idées. Pratiquement, on a tout vu. On va parler des lentilles pour kératocone, pour équiper des patients kératoconiques. Et je vais passer en revue quelques types de lentilles destinées à corriger des patients kératoconiques, mais pratiquement on a tout vu. Donc, je vais commencer par les lentilles pour kératocone. Docteur Matos Bellet, est-ce que vous pouvez arrêter le partage? Oui, désolé, arrêtez le pas. C'est bon. Merci. Donc voilà les différents types de lentilles de contact dans le kératocone. Donc on a déjà vu les différents types de lentilles de contact rigides, mais on va parler des lentilles qu'on peut prescrire chez les patients kératoconiques. Donc la lentille de contact est connue depuis longtemps dans le traitement médical du kératocone. Pratiquement, je viens de le dire qu'il s'agit de la première indication qui a poussé les gens dans le 19e siècle à envisager ce type de dispositif. Donc, elle demeure son traitement médical optique de choix. C'est l'étape thérapeutique qui sera privilégiée vu les résultats visuels qui sont excellents, qu'il s'agit d'une technique qui est adaptable à l'évolutivité du kératocone et qui permet de donner une nouvelle surface réfractive régulière, éliminant la majeure partie de l'astigmatisme irrégulier. Donc, une longue marche vers les lentilles de contact idéales. Les premières coques cornéosclérales étaient dérivées de l'art des ocularistes, souffleurs de verre, et progressivement perfectionnées pour s'adapter à l'anatomie oculaire. Et avec l'introduction de PMMA, puis l'introduction de l'hydroxyméthylmétacrélate, donc, les nouvelles générations de lentilles de contact perméables au gaz, rigides et souples, ont enfin résolu les insatisfactions liées à l'oxygénation cornéenne, à l'évacuation des catabolites et au dépôt de surface. Donc, aujourd'hui, pour gagner de l'acuité visuelle, il faut redonner une forme sphérique au dioptre cornéen par le ménisque de l'arme sous lentille rigide et par l'épaisseur d'une lentille souple. Donc, pour les lentilles souples sphériques ne sont pas indiquées dans le traitement dans la correction optique du kératocone, donc c'est obsolète. Et pour les lentilles toriques, donc pour les souples toriques, on peut les indiquer dans les stades 1 ou 2 en cas d'intolérance aux lentilles rigides. Il y a les Kerasoft, donc je vais citer les laboratoires, les fabricants, les géométries des lentilles et je déclare ne pas avoir aucun conflit d'intérêt. Donc, il y a aussi la Rose K2 Soft de Minicon, torique avec un prisme ballast. Donc, on va surtout parler dans la prochaine présentation de la Rose K2. Donc, pour les autres lentilles toriques, en dehors de la Kerasoft de Bausch & Lomb, il y a la Rose K2 de Minicon. Il y a aussi l'Hydrocon de chez Swiss Lens.
Donc, pour les marques, pour les fabricants et tout, il faut consulter les guides. Inch'Allah, on aura un guide de contactologie du marché tunisien, Inch'Allah, bientôt. Il y a aussi, on peut aussi prescrire des lentilles souples en piggyback ou avec des lentilles jumelées ou hybrides. Il y a aussi d'autres, on peut les prescrire si le patient ne peut pas tolérer ces lentilles rigides. Donc, on passe aux lentilles rigides. Donc, c'est très bien détaillé par le docteur Maki. Pour les géométries, ils sont ici très spécifiques, spécial kératocone. La construction générale de la lentille se fait à partir du diamètre total ici pour les 7 mm pour les cônes centrés de petite taille à 11 mm dans les situations très périphériques. La face postérieure, on a la zone optique postérieure qui est déterminée par le fabricant avec un nombre variable de bandes de dégagement. La largeur des bandes varie en fonction du stade évolutif du kératocone et elle est déterminée par l'axial edge lift qui est une valeur spécifique d'une géométrie de lentille donnée. Par contre, la face antérieure, c'est le siège de bande d'allègement. Donc, soit on a la sphéro-asphérique, on va parler de la rose K2, soit sur anneau intracornéen qu'on vient de voir, appelé rose K2 ici pour intracornéen. Les lentilles rigides post-graft PG. Donc, la rose K2, elle est caractérisée par une partie périphérique asphérique d'excentricité croissante avec possibilité d'aplatissement ou serrage des dégagements périphériques. Donc, pour les paramètres des lentilles, on a des rayons de courbure qui vont de 4,3 mm à 8,6 mm, avec un diamètre passant de 7,8 à 10,4 mm. La puissance, il y a toutes les possibilités. Et pour l'axial edge lift, il y a le standard augmenté ou resserré selon notre adaptation et notre image fluorescénique. Donc, il y a les lentilles sphériques multicourbes pour les stades 2 et 3, avec un rang de courbure centrale R0 et puis 2 à 3 voire 4 dégagements larges et ouverts. Et ceci permet une meilleure stabilité avec réduction des aberrations sphériques. Il y a la liste n'est pas exhaustive, il y a plein de types ou de géométries de lentilles rigides multicourbes. Il y a aussi les lentilles asymétriques comme la rose K2 ACT et d'autres lentilles rigides. Donc, pour les lentilles sclérales qui sont abandonnées pendant presque un demi-siècle et remplacées par les rigides cornéennes, ils vivent actuellement une renaissance par leurs matériaux perméables à l'oxygène et sont indiqués de première intention dans les pathologies du surface oculaire, comme on vient de voir plusieurs cas cliniques en rapport avec les syndromes secs sévères et d'autres indications de pathologie du surface oculaire, et en deuxième intention dans les kératocones. Et il faut insister sur la qualité optique et la tolérance physique d'une lentille rigide, que ce soit cornéenne ou sclérale, avec le confort d'une lentille souple. Donc, cette lentille, elle permet d'avoir, elle a l'avantage des deux types de lentilles. Donc, ce sont des lentilles rigides de grand diamètre. Je passe pour la définition, on vient d'avoir tout ça. Et je précise que la définition biométrique d'une lentille cornéenne, d'une lentille de contact sclérale se fait par l'appui et non pas par le diamètre. Donc, la cornéenne, l'appui est totalement cornéen. La cornéosclérale, il y a une partie sur la cornée et une partie sur la sclère. Et la sclérale, c'est un appui totalement scléral. Donc, on a la mini-sclérale généralement entre 15 et 18 mm et la grande sclérale entre 18 et 25 mm. Et la différence, c'est au niveau du réservoir de larmes. Donc, pour la cornéenne, il n'y a pas vraiment de réservoir, il y a une clairance lacrymale uniquement. La cornéosclérale, on a une capacité limitée du réservoir. Et pour les sclérales, le réservoir est très important, de plus en plus important lorsqu'on passe de la mini à la grande sclérale. Donc, vous remarquez ici que la lentille sclérale permet à la fois de donner le maximum de récupération visuelle comme une lentille rigide cornéenne, mais à l'inverse
de la lentille rigide cornéenne, c'est un confort qui est pratiquement comparable aux lentilles souples. Donc, on va voir selon les indications, selon le type de cône. On a des cônes, pour les cônes débutants, on peut prescrire même des lentilles, des géométries sphéro-asphériques ou asphériques qui peut être satisfaisante et elle suivra l'excentricité cornéenne. Pour les cônes modérés, il vaut mieux opter pour des lentilles multicourbes qui sont à privilégier avec possibilité de lentilles avec décentrement de la zone optique. Et lorsque le cône est évolué mais centré, donc on parle ici de nipple cone, on peut prescrire une lentille rose K2 spécial kératocone NC ou nipple cone. Pour les cônes très évolués et un peu périphériques, donc on peut équiper en verre cornéoscléraux et on peut aussi prescrire des lentilles sur mesure de plus en plus customisées. Donc, pour la DPMA aussi, ou dégénérescence marginale pellucide, on doit prescrire des lentilles de grand diamètre ou des verres cornéoscléraux. Donc, sur la présentation, vous trouverez le type, la géométrie cornéenne, les paramètres les paramètres des lentilles de contact destinées à traiter le kératocone en fonction du type et de la forme du kératocone. Donc, pour conclure, pour les lentilles destinées au kératocone, les lentilles disponibles évoluent techniquement. Les paramètres sont à considérer d'une façon importante sont la zone optique centrale sur l'apex du cône sans appui, le dégagement périphérique multiple, l'edge lift ou axial edge lift, le diamètre et la réfraction finale sur la lentille. Utiliser les possibilités techniques des lentilles de façon progressive et logique, ce qui va permettre d'adapter la plupart des kératocones. Et on va voir tous ces paramètres dans la présentation d'adaptation d'un patient kératoconique en lentilles rigides. Donc, j'espère que c'était clair. Je sais que j'ai fait vite puisque on a débordé un peu, mais ce n'est pas très important. Donc, le plus important, c'est de connaître les différentes étapes d'adaptation en lentilles de contact d'un sujet kératoconique. Donc, je veux passer, on a fait déjà l'introduction. Donc, je viens de dire que pour gagner de l'acuité, il faut redonner une forme sphérique au dioptre cornéen par le ménisque de l'arme sous lentille rigide et par l'épaisseur du lentille souple qu'on vient de rappeler. Donc, quand on parle de lentilles de contact dans le kératocone, on pense aux lentilles rigides qui, elles seules, vont permettre l'obtention d'un dioptre antérieur régulier, garant de la récupération d'une bonne acuité visuelle. Donc, qui dit équipement d'un sujet kératoconique, dit lentille rigide cornéenne, et bien sûr, on a parlé des autres alternatives. Donc, les particularités de l'adaptation du sujet kératoconique. La cornée à équiper est une cornée pathologique. Donc, il faudra être vigilant à ne pas favoriser l'aggravation de ces anomalies, en particulier à ne pas précipiter la survenue d'opacité cornéenne. Donc, on n'est pas sur une cornée normale avec une amétropie forte ou une simple amétropie faible ou moyenne ou un problème, une indication purement réfractive sans pathologie organique. Ici, on a une cornée pathologique, donc il faut être vigilant et ne pas aggraver la situation. Les lentilles doivent alors suivre au mieux cette cornée qui est très prolate, hyperprolate, pour respecter physiologiquement la cornée, se stabiliser correctement et être confortable. Donc, on doit respecter la géométrie pathologique de la cornée et non pas créer des problèmes mécaniques sur la partie conique. Il faut avoir une stabilité et être confortable. Et tout ceci, d'où la nécessité d'avoir des lentilles très cambrées au centre et qui s'aplatissent vite. Donc, ce n'est pas une cornée, une lentille normale. D'autres particularités, la déformation cornéenne va augmenter dans le temps.
Donc, le choix de la lentille la plus adaptée sera à reconsidérer à plusieurs reprises. Donc, si chez un patient myophore, disons, avec une cornée qui n'est pas très torique ou qui n'est pas pathologique, ou avec un astigmatisme qui est stable dans le temps, on peut faire le primaire essai et faire des contrôles avec la même géométrie. Mais ici, on doit reconsidérer à chaque fois notre adaptation. La forme, elle est variable d'un individu à l'autre, donc il n'y a pas une lentille type pour kératocone. Donc chaque cône ou chaque kératogone nécessite une géométrie bien adaptée. Les principes de l'adaptation, la lentille, il faut savoir que la lentille ne freine pas l'évolution du kératocone. Donc la lentille n'est pas destinée à comprimer, à exercer un effet mécanique sur la cornée pour freiner le cône. C'est une correction optique. L'adaptation sont techniquement difficiles puisque les cornées sont modifiées et irrégulières. Il n'existe pas une lentille type pour chaque stade de kératocone et l'individualité topographique de chaque kératocone ne permet pas d'envisager une géométrie unique. Donc le défi est de trouver les lentilles les plus parfaitement adaptées pour obtenir un gain visuel et qui puissent être tolérées et portées toute la journée. Schématiquement, il existe 3 types d'adaptation de kératocone. On a la technique de l'appui apical ou apical bearing. C'est une technique qui est plus plate, donc il y a un appui sur le cône. La technique de la circulation lacrymale apicale ou apical clearance, c'est la technique la plus serrée, on pend et sans toucher sur le cône. Et là, il y a la 3e technique qui est la technique du triple appui. C'est une technique intermédiaire, on pend, léger, appui sur le cône. Il y a un petit appui sans toucher vraiment le cône. Donc, pour le premier principe, donc la lentille exerce une pression au niveau de l'apex du cône pour l'aplatir. Ici, le rayon central sera volontairement choisi plat. Donc, vous voyez sur la simulation fluorescénique d'une adaptation plate d'un kératocone ou l'image fluo, donc l'appui est au niveau de l'apex ou le sommet du cône. Et donc, c'est une technique qui n'est pas bien adaptée et qui favorise les complications. Donc, les complications qui sont la perte fréquente de la lentille, l'inconfort et surtout les kératites à répétition, voire la kératite permanente, une plus grande fréquence d'opacification cornéenne, donc ça va favoriser l'opacification et le passage au stade 4. Donc, c'est une technique qui est considérée actuellement comme inappropriée. La deuxième technique, donc la lentille va passer au-dessus du sommet du cône, présence d'une zone de larme importante entre la lentille et le sommet du cône, évitant tout contact direct de la lentille sur ce sommet. Et donc le R0 de la lentille sélectionnée sera égal au R le plus bombé, donc c'est une adaptation serrée. Le diamètre total et la zone optique sont petits et particulièrement intéressante dans les kératocones centrés. C'est vrai qu'elle est sécuritaire puisqu'il n'y a pas de touch, mais elle est moins performante sur le plan visuel puisqu'on a un ménisque de larme qui est très important. La méthode du triple appui, c'est une synthèse des 2 techniques précédentes qui minimise les excès des 2 précédentes. Donc, pour pallier aux insuffisances sur le plan sécurité et sur le plan qualité optique, on a opté pour le triple appui. Elle est plus largement recommandée et utilisée. Donc, on a l'aspect en cocarde avec des dégagements périphériques. Et on va détailler un peu cette technique. Donc, l'image théorique idéale est celle d'un appui central très léger, des zones d'appui modérées aux moyennes périphéries, et entre les deux, au niveau paracentral, on obtient une couronne plus dense de fluorcéine. Donc, un appui central qui est léger, on devine que la fluo passe entre la lentille et le cône, puis une couronne dense, une couronne plus serrée et un dégagement périphérique qui traduit la clairance.
Donc, je passe pour les lentilles souples, pour les lentilles rigides. On a parlé de tout ça. Et la démarche pratique, donc on va faire un examen clinique, on va choisir notre première lentille d'essai, on va commander la lentille finale et puis après la livraison de la lentille, on va faire notre suivi. On commence par l'examen clinique, histoire de cas, réfraction acuité visuelle. Tout ça, vous le connaissez très bien. On a présenté pratiquement dans toutes les adaptations, quel que soit, et avec quelques particularités, puisque ici, le patient est kératoconique. On va rechercher à l'examen biomicroscopique les opacités cornéennes. On va faire une kératométrie, vidéotopographie. On va caractériser notre kératocone avec toutes les possibilités de pentacarbe, morbuscan ou autres. Donc, par les cartes axiales, tangentielles, en élévation, on a tout précisé. L'aplatissement, le centre, le kératocone est centré ou pas, aplatissement du cône et en pente douce ou raide, la forme et la situation de l'apex, on doit tout caractériser avant de commander notre première lentille. Donc, pour la lentille qu'on va choisir en première intention pour les patients kératoconiques, on va opter pour une lentille rose K2 en matériel Z, qui est une seule géométrie standard, elle est compatible avec 80% des cas de kératocone. Donc, on a 80% de chances d'avoir une bonne adaptation sans passer à autre géométrie. Elle est caractérisée par une partie périphérique asphérique d'excentricité croissante, avec possibilité d'aplatissement ou de serrage des dégagements périphériques. Donc, on a détaillé tout ça dans le chapitre géométrie des lentilles de contact. Donc, on sait très bien, on a très bien parlé des dégagements périphériques. Dr. Mack aussi a parlé de l'axial edge lift et de la clairance périphérique. Donc, l'adaptation, elle est facile en 5 étapes. Il nous faut une boîte d'essai. J'ai parlé aussi des paramètres des lentilles ROSCA2 et je passe directement aux étapes de l'adaptation. Je pense que je suis très rapide. Si vous voulez m'arrêter, je peux, vous pouvez interagir à tout moment. Hein. Donc, pour les étapes de l'adaptation, on va, pour choisir notre première lentille d'essai, on va adapter la zone centrale, adapter la zone périphérique, évaluer le diamètre total, évaluer la position de la lentille et évaluer la mobilité de la lentille. Comme je vous ai dit, on va surtout fixer les idées. Vous connaissez tout ça. Donc, pour la première étape, adaptation de la zone centrale, on va choisir le R0 selon la méthode du triple, bien sûr, on va choisir selon la méthode du triple contact, et on va choisir le R0 selon la formule du docteur Mallet, qui est la kératométrie moyenne fois 0,74 plus 2. Et puis, on va analyser l'image fluo et voir étape par étape. Donc, on va, si l'adaptation est correcte, si on a l'image en cocarde qu'on vient d'écrire tout à l'heure. Donc, une adaptation correcte doit montrer un léger appui apical en fluorescéine. La partie principale de l'appui de la lentille se fait au niveau de la zone paracentrale plus stable, plus épaisse que la zone centrale, affaiblie du cône, en regard du cône. Si la lentille est trop serrée, l'appui apical n'est pas visible. Donc, on a plus de fluo au centre. Si la lentille est plate, il existe un appui central important, induisant souvent une KPS visible en fluorescéine à l'apex. Donc, on a vu des exemples de lentilles serrées et des lentilles stables. C'est le même principe avec la lentille rose K2. Donc, l'image idéale, on a le triple appui, on a une zone centrale qui est moins dense en fluo et surtout, on doit évaluer et mesurer la clairance, la partie périphérique qui traduit les dégagements.
Donc, deuxièmement, adaptation périphérique et choix de l'axial edge lift. Une adaptation périphérique idéale montre une bande de fluo environ de 0,5 à 0,8 mm de largeur en périphérie. Donc, cette largeur de bande de dégagement peut être modifiée si elle est insuffisante ou excessive en changeant la valeur de l'axial edge lift. L'axial edge lift, je rappelle, c'est la hauteur axiale du bord. Donc, si on a des dégagements trop fins, comme l'image à gauche, ici de pratiquement 0,1 mm. Ici, on doit changer l'axial edge lift en l'augmentant. Si ici, on a l'optimal pratiquement de 0,5 mm, et ici, on a des dégagements qui sont trop larges et donc qui ne sont pas adaptés. Donc, comment on fait? Après avoir trouvé le bon contact au sommet du cône, on va évaluer la périphérie. Si elle est, donc ici, j'ai trouvé des documents avec 0,5 à 0,8, des documents avec 0,6 à 0,8. Si inférieur à 0,6 mm, on doit augmenter l'axial edge lift et augmenter de plus 1. Et si ça dépasse les 0,8, on doit diminuer et on peut diminuer de l'ordre de moins 0,5. Et en cas de doute, la mobilité permet de trancher. Donc, il faut bien examiner notre patient. Et bien sûr, généralement, entre moins 0,5 et plus 1 axial edge lift, 85% sont bien adaptés sur le plan périphérique. Donc, l'edge lift permet un meilleur centrage. Il sera très lent, de l'ordre de moins 0,5. Donc, ici, il est très serré, on peut dire aussi très lent, et très rapide ou plus ouvert, de l'ordre de jusqu'à plus 3, donc selon la géométrie qu'on dispose. Donc ici, vous connaissez cette plaque, donc l'incidence de l'axial edge lift sur l'image fluorescénique. Donc là, vous connaissez la différence entre l'axial edge lift et le dégagement au bord ou la clairance de la fluorescénie. Donc ici, on a une forte clairance et ici, on a une faible clairance. Troisièmement, on passe à l'évaluation du diamètre total, qui va dépendre de la taille du cône. Les lentilles de petit diamètre sont plus appropriées pour les cônes centrés et ovales du butin. Quand le cône progresse, les lentilles de plus petit diamètre avec des diamètres de la zone optique de plus en plus petits auront un meilleur centrage. La lentille doit être attrapée par la paupière supérieure lors du clignement, se situer à distance du limbe inférieur et se centrer sur la pupille après clignement. Donc, après avoir adapté et choisi le diamètre total, on passe à l'évaluation de la position de la lentille. Idéalement, la lentille doit assurer un bon recouvrement de la pupille et la position de repos est essentiellement liée au diamètre et à l'axial edge lift. On doit contrôler le centrage. Si la lentille se positionne trop bas, on augmente le diamètre et où on aplatit le R0 et où on augmente le axial edge lift. Donc, comme on vient de le voir, on ne doit pas changer tous à la fois. Pour qu'elle ait une position plus basse, il est possible de diminuer le diamètre, de choisir un rayon de courbure plus serré et ou de diminuer l'axial edge lift. Idéalement, la lentille Rosca doit bouger de 1 à 2 mm lors du clignement et l'on doit voir le renouvellement des larmes sous la lentille. La mobilité est essentiellement contrôlée par l'axial edge lift. Donc, en augmentant l'edge lift, on augmente la mobilité et en le diminuant, on réduit la mobilité. Donc, on passe à la puissance. On va faire si notre adaptation est bonne, on a le point de vue, centrage, mobilité, diamètre, image fluorescénique, le triple appui et tout est bien.
on fait une surréfraction, on ajoute la valeur en sphère à la puissance de la lentille d'essai. Par exemple, si la lentille d'essai est de l'ordre de -5, la surréfraction nous donne -4, -0,5 à 160 degrés. Donc, on va commander une puissance finale de l'ordre de -9 dioptries. Si l'astigmatisme, donc on a un astigmatisme résiduel de -0,5. Si l'astigmatisme résiduel est entre -0,25 et -0,5, on ajoute -0,25. Donc, c'est l'équivalence sphérique. Si l'astigmatisme résiduel est entre -0,75 et -1, on ajoute -0,5 dioptrie. Et si l'astigmatisme résiduel dépasse une dioptrie, on change de lentille d'essai. Donc, normalement, notre lentille rose K2, on ne doit pas dépasser une dioptrie d'astigmatisme résiduel. Si on a un astigmatisme résiduel, c'est que la géométrie n'est pas adaptée. Donc, ici, pratiquement, tout ce qu'on vient de voir sur un diagramme. Pour les indications, donc plusieurs paramètres interviennent afin d'améliorer l'acuité visuelle attendue chez un sujet kératoconique. Donc, qui est adapté? Lorsque l'acuité visuelle est insuffisante en lunettes. Donc, on peut commencer par des verres de lunettes, surtout dans le stade 1, mais si l'acuité visuelle est insuffisante, on n'arrive pas à avoir 10 sur 10, on passe à l'adaptation en lentille spéciale kératocone. Si on a un kératocone unilatéral avec besoin de vision binoculaire, seul l'essai permet aux patients de réaliser le bénéfice visuel qui peut en résulter même si c'est unilatéral. L'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Pour le terrain, il y aura peut-être des difficultés lors de l'équipement des sujets ayant un retard mental ou une trisomie 21 avec des atteintes allergiques importantes, mais il faut toujours évaluer le bénéfice-risque. Et la motivation du patient, bien sûr, le stress induit par le diagnostic du kératocone a un effet freinateur sur la motivation d'une adaptation lentille de contact. Donc, on va adapter le sujet par un dispositif qu'on ne connaît pas, juste après avoir annoncé un diagnostic qui n'est pas vraiment banal. On proposait une adaptation, selon les stades. Par exemple, on peut, dans les stades de 1 à 4, proposer une lentille de contact spéciale kératocone. La situation du cône, centré ou décentré, centré ou décentré, plus ou moins 2,5 mm du centre cornéen. L'aspect du cône, ovale ou pointu. Et la topographie cornéenne. Donc, ce sont des paramètres. On doit analyser notre kératocone, préciser le stade, la situation, l'aspect et en s'aidant par la topographie cornéenne. Et puis, on propose notre adaptation. Donc, dès le stade 2, le patient peut bénéficier d'un équipement en lentille de contact pour optimiser ses qualités visuelles et esthétiques, donc pour remplacer les verres de lunettes. Le stade 3, lentille rigide, seul garant d'une bonne acuité visuelle. Donc, dans le stade 3, on ne peut plus prescrire des verres de lunettes. Dans le stade 4, c'est le traitement chirurgical et vous avez eu votre séminaire sur le kératocone, les détails, le cross-linking. Et aujourd'hui, je remercie Dr Maki pour d'avoir partagé son expérience dans la série de 78 et drops. C'est énorme comme effectif. Donc, vous avez tout vu sur le kératocone, même on a discuté par rapport à la membrane amniotique. Donc, pratiquement, j'ai fait la même chose, lunettes plus ou moins lentilles dans le stade 2, stade 3, lunettes spéciales, et le stade 4, lentilles plutôt, lentilles spéciales, le stade 4, lentilles et chirurgie. Et pour vous dire que les lentilles ont leur place dans tous les stades, même après la chirurgie, la greffe de cornée.
Pour les autres types de lentilles, on a pratiquement passé en revue tous les autres types de lentilles avec leurs indications. Vous allez trouver pratiquement dans le document tous les types de lentilles, des exemples de géométrie spéciale kératocone. Donc, je vais passer les indications. On a parlé de tout ça. On a fait des vidéos, c'est mieux que ces photos. Donc, l'image classique en cocarde. Une mention spéciale pour le nipple cone qui nécessite une lentille spéciale NC. Donc, vous allez trouver aussi un arbre décisionnel selon le stade du selon le stade kératométrique. Et vous allez trouver les indications, donc stéréosphérique pour le stade 1, deuxième intention bicourbe, multicourbe pour le stade 2 et deuxième intention très courbe, multicourbe pour le stade 3 à 4, deuxième intention très courbe, et pour le kératocone unilatéral, on peut opter aussi pour les piggyback, les hybrides ou la cornéosclérale. Pour les disponibilités de lentilles, vous aurez le document. Je passe. Les vers scléraux, on a vu une très belle présentation de Dr Maki. On a vu les complications, l'adaptation. Pour la commande de la lentille finale, donc on va voir toute une présentation sur l'organisation d'une consultation contactologique avec les différentes étapes jusqu'à la commande de la lentille finale et le suivi. Donc, pour le suivi, donc il ne faut pas oublier de choisir, pour le choix du matériau, il ne faut pas oublier de choisir un matériau à fort dégâts avec qui a une meilleure tolérance et moins de complications. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux à hyper dégâts dans les formes dubitantes. Il n'est pas logique de choisir des dégâts très faibles sur des cornées anormales, c'est clair, pour tout le monde, et d'autant plus qu'ils présentent une pathologie qui donne aussi sur le plan métabolique des anomalies. Le choix s'oriente vers des matériaux de dégâts de l'ordre de 70 à 80 ou plus, peu fragiles et garant d'une bonne oxygénation. On doit prescrire des lames artificielles sans conservateur en portant sa lentille et évaluer la performance visuelle et l'adaptation de la lentille livrée. Pour les visites de contrôle à J15, des contrôles mensuels les 3 premiers mois, les visites régulières tous les 3 mois et à 6 mois d'intervalle. On va voir tout ça de façon détaillée dans l'organisation d'une consultation contactologique. Et pour conclure, malgré différentes innovations thérapeutiques récentes, les lentilles de contact sont la modalité de prise en charge de première ligne pour la réhabilitation visuelle des patients porteurs de kératocone. Donc, quel que soit, on a fait un cross-linking ou pas, on a fait des anneaux intracornéens ou pas, on a fait une greffe de cornée ou pas, on peut associer ou compléter par une adaptation aux lentilles de contact. L'adaptation aux lentilles demeure primordiale dans cette affection à ces différents stades évolutifs, que ce soit des kératocones non opérés après greffe de cornée, après cornéoplastie par anneau cornéen ou par cross-linking du collagène. Je vous remercie. Ne vous inquiétez pas quant aux diapos que j'ai fait passer parce que c'est pratiquement, pour citer quelques géométries, vous allez avoir le document et donc si vous avez des questions. Docteur Maki? Oui, oui. Malheureusement, je ne peux pas voir le... Lorsque je présente, je ne peux pas gérer les participants. Voilà, oui, je suis désolé, je voulais pas que parce que je suis passé sur mon smartphone, je voulais pas changer de... C'est bon, je suis connecté. Merci, non, je n'ai pas de questions. Merci, bravo pour
pour ce marathon. Très bien, là, vous avez tout le monde a été comme ça et merci beaucoup. Merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, par rapport au kératocone, on peut faire, si vous voulez, on est pratiquement à 19h moins quart, donc on peut faire une petite révision si vous voulez. Sinon, je remercie infiniment encore une fois Dr Maki. C'est moi qui vous remercie, comme ça. Je remercie tous les participants. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous envoie, Dr. Ben Achour, mes présentations. D'attendre sur Google Drive. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez annoncer Merci. votre journée, Dr Maki, si vous voulez. Ah oui, oui, avec plaisir, Madabi, ah oui. En fait, le vendredi, le 27 mai, donc vendredi prochain, on va se déplacer à 600 km d'Alger, au centre de l'Algérie, au sud, une wilaya qui s'appelle Rdaya et qui est connue par la myopie, hein. Il y a beaucoup de mariages consanguins sur Rdaya et il y a une pandémie de myopie, il y a une endémie de myopie, pardon, une endémie de myopie sur Rdaya depuis longtemps et sachant qu'il y a une pandémie de myopie mondiale et surtout qu'il y a des moyens donc, pour prévenir, pour ralentir la myopie, des moyens qui ont fait leur preuve sur des études randomisées, sur plusieurs centres. Et donc, on parlera de l'atropine. On parlera des verres défocalisants qui sont fabriqués en Algérie. Oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. On fabrique des verres défocalisants en Algérie Parfait. qui devraient réduire la myopie, l'évolution de la myopie et l'orthokératologie. Et bien sûr, mais vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube. Ça sera de 15h à 18h. Et il y aura la participation d'ophtalmologistes algériens et aussi on aura deux experts internationaux sur la prévention de la myopie. Il y a John Paumé de Barcelona qui va parler de l'orthokératologie et Angie Michaud de Montréal qui parlera de l'atropie. De l'atropie. Et c'est très Inch'Allah. intéressant comme programme et je vous invite à participer soit en direct si vous êtes disponible, soit en différé sur la chaîne YouTube Ibn al-Haytham Center. Ibn al-Haytham Center. Je vais vous diffuser le lien et la Ibn fiche. al-Haytham Center pour vous. Merci. Merci, Dr. Ben Achour. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et Merci à à très vous, bientôt, c'était un Inch'Allah. plaisir et notre prochain séminaire, ça sera, comme a dit Dr Maké, ça sera un marathon, donc c'est pour mardi 24, le dernier séminaire c'est pour le 28. C'était un peu serré puisque la fac a imposé un deadline pour l'arrêt des cours. Donc on se retrouve Inch'Allah mardi prochain pour le séminaire essentiellement sur les complications, les aspects médico-légaux et les complications, les aspects médico-légaux et l'organisation d'une consultation contactologique. Merci encore une fois. À très bientôt. Inch'Allah. Au revoir. Gros bisous à tout le monde. Au revoir. Merci.